Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les perspectives pour le mois de septembre. Perspectives d'inflation, perspectives pour Bitcoin plutôt d'aller chercher les 100 000 $, plutôt d'aller chercher les 40 000, ou en tout cas d'être sur le chemin des 100 000. Voilà, perspective au niveau des élections. On va faire une vidéo de reprise un petit peu. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, mais du coup, j'ai un petit peu profité de mon été. Et puis voilà, globalement, donc ça va être une vidéo, je pense, assez complète. Allez, intro. Alors, le Bitcoin, pour le moment, on a un œil sur le daily, mais on va aller voir un petit peu plus bas. Ce que je peux voir, en tout cas sur le daily d'une certaine manière, c'est ici à peu près un support qui tient autour des 56 700, légèrement enfoncé, un peu de liquidité juste en dessous, entre 52 et 55, donc attention à ça, ça pourrait être un endroit intéressant à aller visiter. Si je monte un petit peu dans les time frames, puisqu'on n'a pas fait de vidéo depuis un moment, c'est bien de regarder un petit peu ce qui se passe sur le un peu plus long terme. Globalement, j'ai plusieurs choses à voir. Pour le moment, on est le 4 septembre, donc on vient d'ouvrir ici, d'abord sous cette trend, la verte, pardon. Attention à ça, ça appelle quand même plutôt à venir revisiter les 40 000 $ d'une certaine manière. Le fait de perdre cette trend veut nous dire qu'on pourrait aller sur celle-ci dans un premier temps, revisiter cette liquidité-là, et éventuellement venir ici échouer sur la trend la plus basse. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui a cassé, mais ça pourrait éventuellement se mettre dans les tuyaux. Il faut bien comprendre que par rapport aux clôtures en haut time frame ici, j'ai quelque chose dans cette zone-là qui pour le moment n'est pas tout à fait perdu. Encore une fois, moi je travaille en hard closing, c'est-à-dire un corps de bougie entière dans son en dessous du support, et ici on a une zone qui était plus ou moins une clôture monthly qui avait été dépassée dans cette zone-là, d'accord. Ici, j'avais pas réussi à clôturer monthly au-dessus, et ici, j'ai réussi à le faire, qu'on ne peut pas estimer comme réellement perdu, puisqu'on entame le mois en dessous. Ici, on a fait une mèche en dessous, on est venu récupérer cette fameuse clôture monthly, donc la clôture d'août a été magnifique, mais ici, il va falloir attendre un petit peu. Pour le moment, on commence le mois en dessous, mais on n'est pas à l'abri de faire une avalante, une bougie d'avalement qui, elle-même, vienne d'une certaine manière tenir le support. Donc ça c'est bien important à comprendre. En monthly c'est pas pire. Ici par contre il faut bien comprendre que le support qui était là il était plutôt en 15 minutes et je viens de le passer en 4 heures et je suis obligé de mettre un 15 minutes ici en dessous, plutôt sur la zone des 55. Moi j'aime bien les 15 minutes, j'aime bien les 5 minutes. Pourquoi ? Parce que en 5 minutes si le support tient, en tout cas bien sûr, puisque c'est l'idée d'un trade, c'est plus ou moins ce support là va tenir, donc c'est un bon point d'entrée par exemple. En 15 minutes on n'a pas le temps de faire énormément de choses, et encore une fois on travaille sur du hard closing, ça veut dire que les mèches sont possibles. Donc ça, j'aime bien les 15 minutes parce qu'ils permettent d'avoir des SL assez serrés, et je trouve que ce sont des bons points même d'entrée pour des swings, ce genre de choses, parce que tout simplement en 15 minutes on n'a pas la place de faire énormément de choses. En weekly, j'ai été obligé de très légèrement décaler le support qui est ici. Avant il était quelque part par là, on avait beaucoup plus de touches, pardon, il était quelque part par là, oui c'est ça. Et là pour le moment, on va dire que une intentionnalité de préserver le support monthly et donc de préserver également le support weekly dans une time frame un peu plus petite doit nous donner une clôture pour dimanche au-dessus des 58 676. Ça c'est les prix BitGet. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like, vous abonner, ça me ferait très plaisir. Activez la cloche des notifications si jamais c'est pas déjà fait. Et puis également, éventuellement, si le cœur vous en dit, venir vous affilier sur Bluffin, qui est le partenaire de la chaîne. Et je rappelle que sur la chaîne, tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pouvez également venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, ça c'est pour la partie un petit peu pub. Donc d'une certaine manière, price action, on va dire, on commence toujours ici par le technique, ensuite on fait le fondamental et ensuite on fait le sentiment, la liquidité, après quoi on fait une conclusion sur des UT un petit peu plus petites. Le support weekly est entamé mais pas perdu, le support monthly est entamé mais pas perdu, on est sur trend mais attention, ça a l'air d'ouvrir pas très joli, j'ai un peu de liquidité en dessous, donc attention, pour moi les points d'entrée intéressants se trouvent plutôt sous les 55 ou les points de TP sur vos shorts, ici il y a un TP à prendre éventuellement, TP partiel pourquoi pas sur cette zone-là. Potentialité d'aller refaire à nouveau un tour sous la structure, ça pour moi c'est si on perd la trend, c'est-à-dire perdre les 48 000 $. Si on perdait les 48 000 $, je serais plutôt en train de zioter sur la zone des 42, 44. J'ai envie de dire que là on a une belle zone de support, à peu près dans toutes les UT qui est intéressante, et puis j'ai une zone ici aussi autour des 47 qui est intéressante. Pour le moment, la manière dont on a fait cette grosse consolidation, on va la regarder plutôt en daily.
Elle se positionne plutôt sous la forme d'un élargissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai cette très jolie impulsion ici et que pour le moment on est dans une correction. Cette correction peut tout à fait durer un certain temps et aller plus bas. C'est un petit peu ce qu'on voit sur Ether contre Bitcoin. Mais néanmoins, à chaque fois on revient faire un tour sous la structure et ça se positionne plutôt comme un élargissement. Donc le signal bien sûr ça serait de venir péter ça. Péter l'élargissement voudrait dire plusieurs choses. D'abord soit vous voyez cet élargissement comme une prolongation de cette tendance là, c'est-à-dire que j'aurai dans ce cas là une bougie, une forme de AB égale CD, c'est-à-dire j'aurai la même impulsion que celle-ci à minima qui se reproduira dans cette zone là. Là ça nous emmènerait sur la zone des 90, peut-être un petit peu moins dorénavant qu'on a consolidé un peu plus longtemps. Soit je vois les choses comme déjà je vais reproduire d'une certaine manière, donc là je ne prends que la consolidation en compte, je vais reproduire d'une certaine manière à partir du bas ici de cette consolidation, et pardon excusez-moi, à partir du point de cassure, je vais reproduire la même figure, et là vous voyez que ça nous emmène plutôt au niveau des 99. Je recalcule quelque chose rapidement, c'est-à-dire si jamais on considère tout ceci comme étant un flag, et attention, la grosse déviation qui est là, elle fait quand même pas plaisir. Mais si jamais c'était le cas, on va le prendre comme ça, hop. À ce moment-là, la target se trouve plutôt autour des 104 000 $. Donc on va abaisser cette target de flag qui était plus importante. Si ça c'était si jamais on avait cassé plutôt par ici. Voilà, on va se dire que ça peut être éventuellement quelque chose comme ça. Quelque chose entre 92 et 104 000 $ pour cette target-là. Attention d'une certaine manière quand même à ce que vous faites, c'est une zone un peu indécise, on va le voir sur le fondamental principalement, j'irai parler tout à l'heure de pivot de la Fed et de choses comme ça. Mais voilà. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, j'avais ici un momentum à la hausse qui avait plus ou moins été perdu. Je suis dans une zone éventuelle de rejet de la Bitcoin dominance. Vous le voyez ici, on a refusé. Alors attention, si ça passe, déjà ça viendrait à passer non seulement la petite consolidation qui est ici sur la Bitcoin dominance, mais en plus peut-être potentiellement à passer quelque chose de plus vieux, qui pourrait être une zone de rejet également, qui est plutôt la zone de rejet que j'aurais tendance à identifier comme étant une zone de rejet weekly. Attention, c'est facile de faire une droite avec 2 points. Pour le moment, on est juste au contact. Je crois vraiment que pour le coup, c'est la manière dont la Fed va pivoter qui va ici jouer sur l'afflux de liquidités potentielles qu'on pourrait éventuellement avoir sur les altcoins. Je m'expliquerai quand on regardera le fondamental. Ether BTC, c'est plutôt moche, au sens où... alors, on perd pas nécessairement, le support monthly. Le support monthly, il est ici. Et si Ether vient à clôturer le mois au-delà des 0,05, ce sera juste une prise de liquidité là-dessous. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui accumulent de l'Ethereum dans votre dos et qui profitent de ces baisses-là finalement pour accumuler de plus en plus, mais que tout d'un coup, quand toute l'offre aura été absorbée, on pourra revenir au-dessus. Pour le moment, la consolidation sur Ether BTC, pour moi, elle est assez simple. C'est un canal comme ça. C'est pas très joli, voilà. On est sur un point où on pourrait être sur un plus bas, donc ça pourrait éventuellement venir à péter ça. Dès qu'on s'appêtera ce canal, on aura éventuellement l'information que Ether BTC pourra se reprendre et revenir rejouer avec une performance 2 fois supérieure, puisque là on est à 0,40 et là on est à 0,80, c'est-à-dire Ether qui surperforme BTC x2 pendant un certain temps. Pour le moment, attention, c'est pas très joli. On perd également des zones à long terme, vous le voyez ici, depuis 2017, entre guillemets, on n'était pas censé perdre ces zones-là, c'était plutôt des points ici intéressants pour rebondir, rejeter la baisse. Et ici, par contre, on fait un retest et là, on se mange un nouveau plus bas. Donc attention à ça. D'une certaine manière, la figure globale, on va dire, sur Ether contre Bitcoin, c'est un triangle, une consolidation. Comme ceci, vous voyez que pour le moment on est peut-être, voire même c'est plutôt quelque chose qui est en train de se mettre dans les tuyaux, de perdre ce triangle par le bas, malheureusement, d'accord. On a sur les triangles des fake out également qui se mettent en place, ici j'aurais tendance à dire que c'est le monthly qui va parler. Pour le moment on clôture en dessous, quoi. Voilà, c'est pas très beau, c'est vraiment cette trend de distribution
ici, qui a pris le dessus sur une trend plus ancienne d'accumulation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pas très joli. Maintenant, ça fait partie du contexte aussi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous voyez ici qu'on a un support monthly. Si ici, à la fin du mois, on fait une englobante également et que Bitcoin reprend les 0,05, à ce moment-là, c'est une prise de liquidité sous la trend, et là on peut estimer que pour le coup Ether aura maintenu sur une time frame plus que monthly, on serait plutôt sur du 3 ou 4 mois ici. On regarde une trend depuis 2017, en tout cas il n'y a pas d'affichage de force du tout de la part d'Ethereum, et il y a la continuation d'une tendance baissière pour le moment, donc aucun signe de retournement majeur, si ce n'est le spot, l'endroit. Si jamais je devais entre guillemets dézoomer un petit peu et me dire bon, ce serait plutôt là qu'on rebondirait, je dirais soit maintenir le support monthly, donc que Ether surperforme ce mois-ci réellement Bitcoin, et vous allez voir que ça va être conditionné à une bonne partie, pour une bonne partie, à la manière dont les taux vont baisser, ou alors que Ether ici se maintienne, soit revenu finalement retester cette épaule inversée ici, soit venu la retester, et finalement aille en chercher une target plus importante. Attention d'une certaine manière également, un petit peu aux faux amis, ne pas se dire qu'une structure chartiste est en train, comment dire, d'arriver avant qu'elle ne soit arrivée. C'était une erreur que moi j'avais plus ou moins faite sur ces zones-là, là, ici, quand on était quelque part à peu près par là. Là, ici, j'ai switché une partie de mes bitcoins en Ether en me disant, bon, on va rester plutôt dans quelque chose qui ressemble à un biseau, et vous voyez que ce biseau a été perdu, retesté, perdu par le bas, donc c'était pas forcément un très bon move, mais voilà, pour le moment on va attendre, en tout cas au minima, que ça pète ça, et puis que ça se reprenne, et il faut bien voir que on avait ici un joli support qui pour le moment semble perdu, donc attention à ça, encore une fois. Ether contre le dollar, il est sur sa traîne la moins agressive, hein. Vous le voyez ici, hop, on reprend, soit c'est un endroit où il va réagir, et nous donner une structure plus importante, hein, ici, venir chercher 7000 par exemple, ce genre de choses-là. Donc c'est là qu'il faut un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, soit on se dit, bon, j'estime que c'est l'endroit, c'est le spot, donc entre guillemets, oui, je porte mes testicules, on va dire ça comme ça, je porte mes testicules, et puis là, j'y vais et j'envoie du bois. Soit, il faut se dire, attention, c'est une zone où tout dépend des prix d'achat que vous avez, hein. C'est toujours un petit peu la même chose, j'ai envie de dire, et tout dépend, est-ce que vous avez besoin de cash ou pas. Pour ceux qui ont acheté leur Ether, on va dire dans les 150-200 $, c'est évident que perdre cette trend ne serait pas une très bonne nouvelle, hein. Donc ça peut être un endroit où effectivement pratiquer un petit peu de vente spot pour éventuellement revenir plutôt racheter les 1000, 1200 peut être intéressant. Maintenant, personnellement, je vois quand même plutôt Ether reprendre sa performance à partir de là. On n'a pas des flux ETF sur le Ethereum qui sont exceptionnels pour le moment en tout cas. Et on a une distribution qui semble s'accélérer. Vous le voyez ici, première trend, deuxième trend. Donc tant qu'on ne casse pas la trend la plus agressive de distribution, il n'y a pas vraiment de signe de retournement non plus. À partir du moment aussi, on peut se dire que quelque part, cet ancien support, hein, qui était autour des 2009, tant qu'il n'est pas récupéré, c'est pas très bon pour Ethereum. Si je devais tracer ici la manière dont se fait cette correction, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être quelque chose qui se construit comme suit, 1, 2, 3, soit c'est terminé, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, c'est terminé, ou alors sinon j'aurais tendance à attendre une potentielle 4 qui vienne rechercher les 3000, et là une 5 en rotation. On est également sur un élargissement ici, les élargissements provoquent souvent des rotations partielles. Est-ce qu'on reverra à nouveau un Ether au niveau des 2000 $ ou pas? Vous voyez que c'était un support qu'on avait mis en avant ici depuis très longtemps, et qui a été touché, retesté parfaitement. Je crois ici que ce qu'on veut voir, c'est déjà que la consolidation actuelle sur Ethereum s'arrête. Si on veut voir la consolidation actuelle sur Ethereum, il va falloir voir ça comme une impulsion, et puis tout ça comme une correction, et il va falloir péter cette correction. Donc déjà, péter cette trend-là sera éventuellement un premier signal que sans trop d'énormes problèmes, on pourrait faire 2005 vers 3000. Mais pour le moment, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans les tuyaux. J'ai tendance à dire
La période actuelle appelle quand même pas mal à la prudence. Ethereum dominance, ben, on est sur des bas aussi. J'ai envie de dire, ça serait plutôt propre également pour se dire, ben, c'est l'endroit où Ether reviendra aux 18% de dominance. On est autour des 14 maintenant. C'est plutôt propre également dans ces eaux-là. C'est un pari. Voilà, jouer Ethereum maintenant est un pari. Je pense que c'est un pari qui peut être extrêmement gagnant puisque si jamais c'est le cas, on peut s'attendre à une surperformance sur les prochaines semaines, prochains mois du double d'Ether pour Bitcoin. On l'a vu, des 0,40 au 0,80. Finalement, le risk-reward de ce trade, il est quelque part par là, c'est-à-dire venir à intervenir ici autour des 0,40 pour finalement venir à re-switcher sur la résistance historique, les 0,80. On est en bas du bas. Je préfère en parler quand on est en bas du bas que plutôt quand on est déjà à 0,60 ou autre. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un spot intéressant pour éventuellement s'exposer d'autant plus à Ethereum, mais aucun des signaux n'est en place pour le moment. Ceux qui préfèrent attendre une confirmation pourront avoir tendance à vouloir le faire. Ici, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement risqué si vous décidez de le faire maintenant. Et c'est un petit peu la même chose finalement sur l'altcoin dominance. Ici, on est autour des 19% pour le moment. On est tout à fait pas très loin d'un support. Autour, vous le voyez ici, à chaque fois, on a tenu. Et bon, c'est toujours un peu la même analyse sur l'altcoin dominance. C'est est-ce que je fais ça, une conso, et je vais à 12%. Ça voudrait dire récession aux USA, etc. Et même si les taux diminuent avant que l'économie se reprenne et que vraiment la liquidité afflue, on toucherait les 12% de dominance. Aller à 12% de dominance sur les alts, je dirais emmènerait assez facilement Ether autour des 10, 22%. On peut considérer que les alts prendraient de la dominance à ce moment-là et taperaient un bon 14, Pour l'instant, on est autour des 8. Donc ça serait dans le scénario où Bitcoin va effectivement aux 60% de dominance. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est, en tout cas, ici, on a une forme de support monthly, weekly, qui tient très bien. À chaque fois qu'on y va, une potentielle formation d'un bottom sur les alts. Et ça, c'est dans le cas où le pivot de la Fed se passe bien. Le pivot de la Fed se passe bien et que la liquidité afflue à nouveau et que en face on a une économie qui reste sinon florissante, plus ou moins quand même bien engagée, bien démerdée. Donc je serai extrêmement attentif à ça, c'est-à-dire que la seule chose qui peut nous affranchir de ça, donc des altcoins qui se prennent une nouvelle grosse branlée, retourner autour des 11,6% de dominance, ça serait de prévenir et de maintenir ceci. Après, pour le coup, je vois pas vraiment d'autres endroits. On voit également qu'on avait quand même réussi à péter une trend long terme. Ça, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, ici. Et qu'on la passe ici et qu'on la reteste. Donc ça sous-entend quand même une très forte indécision du marché. Les alts, en général, sont plutôt privilégiés sur exchange, donc c'est plutôt quand même, les alts sont plutôt, je dirais, des choses qui sont soit privilégiées par des VCs, des venture capital, ou alors des particuliers. Les venture capital achètent avant et ils revendent aux particuliers quand la hausse s'enclenche. Donc ce qu'on veut voir ici, à ce stade, et je dirais que à plus long terme, on peut même regarder le petit support qui est là en daily, sur cette zone-là, hop. Globalement, si je le prends très haut, c'est-à-dire que je veux vraiment pas voir les clôtures se faire en dessous, à ce moment-là je le prends dans cette zone-là, et c'est un daily bien sûr, donc on le note en daily, où là, on va dire que même en daily, là, en fait il ne tient, vous le voyez ici, c'est pour ça que je lui mets son origine, il ne tient que depuis le bottom qui a été fait dans ces zones-là, donc j'en ai deux en fait d'une certaine manière, j'ai celui-ci et j'ai également celui-là, d'accord. Je peux avoir tendance à dire, regardez, d'une certaine manière, en fait, ici, c'est même pas un daily, c'est quasi un 4 heures. Si je le mets un petit peu plus bas, dans cette zone-là, à peu près. Voilà, ça correspond à peu près au support weekly, également, qu'on a dans ces zones-là. Donc voilà, on va laisser celui-là un petit peu au-dessus pour le moment, on va le laisser dans cette time frame là. Un petit tour sur la stablecoin dominance, j'espère pas être trop long, déjà 20 minutes sur l'analyse technique ici, je suis trop long.
Stablecoin dominance, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, c'est en train de potentiellement percer. On veut voir un rejet ici sur ces zones-là, on veut voir un rejet, et moi j'aime beaucoup ces endroits où on a à la fois ici un niveau et également une trend. Pour le moment, attention, ça semble vouloir péter la trend. On est en daily, là, c'est une trend qui date depuis 2022. Oui, on peut estimer qu'elle est plus ou moins perdue. Le momentum ici est très haussier, d'accord, on le voit ici, au travers de ce point-là. Ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que ça c'est impulsif, ça c'est correctif, ça c'est impulsif, ça c'est correctif, ça on va dire que c'est impulsif, ça c'est correctif, ça c'est impulsif, et ça semble être la grosse correction de cette impulsion-là. Voilà, c'est le seul truc qui éventuellement peut nous dire, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, si jamais, donc, voilà, on le voit quand même ici, on est sur des zones intéressantes également sur la stablecoin dominance pour rejeter. Il faut bien comprendre que ce qu'on regarde ici, c'est l'indice du cash dans la crypto. On veut que le cash réintègre la crypto. Il est actuellement autour des 8%. Vous comprenez également que si je vous colle ici le prix du Bitcoin, alors c'est pas forcément le truc extrêmement intéressant, mais si on va le faire. Chaque point haut sur la stablecoin dominance, on va tout mettre en log, et ouais, c'est pour ça, ouais. Alors oui, c'est parce que j'étais en pourcent, c'est pas grave, on va se mettre en pourcent, c'est pas grave, c'est bien. On oublie le canal ici, parce que du coup, mais chaque point bas sur la stablecoin dominance correspond à un plus haut sur Bitcoin. J'espère que vous comprenez que quand on regarde la stablecoin dominance, on regarde le total en inversé, l'indice du cash en crypto. Ici, il faut bien comprendre que ce qu'on regarde effectivement dans cette consolidation, c'est de se dire est-ce que BTC va continuer? On cherche finalement des informations dans la stablecoin dominance, des endroits où elle refuse en général pour pouvoir finalement donner l'inverse sur la crypto. Donc là, pour le moment, est-ce qu'on est sur un top sur la crypto? En tout cas, ça ne semble pas... ça ne semble pas être un point bas sur la stablecoin dominance. Tout ça semble plutôt correctif. Comme ça semble plutôt correctif. D'accord? Donc on ne peut pas dire que... comment dire? Attention, vous avez parfois des choses qui semblent correctives et qui sont perdues. Ça, c'est en cas de mauvaise news. Vous le voyez, c'était un petit peu le cas dans ce qui se passait là, finalement. Et là, on voit très bien sur la stablecoin dominance que tout ça semblait plutôt correctif, même si c'était plutôt un range, en fait, à ce moment-là. Mais si je le prends comme ça... Voilà, ça semblait plutôt correctif. J'ai envie de dire que c'est un petit peu l'apanage du trading et de l'investissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous partez dans une conviction personnelle et puis que celle-ci vous emmène soit au bon endroit, soit pas forcément au bon endroit. Ici, j'essaye de récupérer le côté log. Voilà. Donc, en soi, canal perdu depuis un moment, je pense qu'on peut estimer que ça, c'est le canal d'adoption des stablecoins, puisqu'ils ont commencé un petit peu à naître en 2017 réellement, enfin à être adoptés. La vraie adoption des stablecoins, elle se fait plutôt ici 2019-2020, pendant le DeFi Summer, mais en soi... la stablecoin dominance ici prend de l'importance et on peut s'attendre sur la stablecoin dominance à quelque chose qui ressemble à une courbe en S dans le futur. Maintenant et pour le moment, je pense que pendant un moment justement on va ici se balader probablement entre les 4% de dominance et les 15%. Les plus bas de bull market seront des 15%, ce qui coïnciderait pas mal avec un bear market, pour le coup, avec un BTC qui retrace assez fortement, aller à 15% et retester le canal, voudrait dire que finalement BTC se retrouve plutôt sur la zone entre 32 et 42. A l'inverse, venir à perdre cette consolidation par le bas, et malheureusement, c'est un indice qui est plutôt pour du très long terme, parce qu'il va laguer énormément. Ce qu'on veut voir, en fait, effectivement, c'est de perdre cette accumulation, bien sûr, sur les stablecoins de dominance, rester plus ou moins dans cette grande correction qu'on voit ici, et dans quelque chose de un peu plus élargissant ou autre, on ne le saura malheureusement que si on a à la fois rejet plus ou moins par la trend, qu'on peut voir ici, et rejet plus ou moins par cet endroit-là où en général on rejette.
Donc en soi, on est sur des endroits extrêmement intéressants pour déroger des rebonds, déroger sur la stablecoin dominance, des rebonds sur les autres, mais on voit quand même dans cette consolidation énormément d'indécision. Et on a vu notamment dans ce petit flush autour des 48-49 000 $ dernièrement, énormément de possibilités de panic sell. Panic sell qu'on peut voir également, alors on va passer sur le fondamental d'abord dans un premier temps, pardon. Sur les afflux ETF, moins 287 millions hier, énormes outflows, sorties bien sûr assez énormes, et on voit que d'une certaine manière, c'est assez bizarre, mais rien ne se passe sur le IBIT, donc l'ETF BlackRock, et tout le monde sort des autres. Donc ça c'est assez peu conventionnel, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, grosse sortie. C'est la plus grosse sortie depuis le mois de mai, hein, c'est pas la plus grosse sortie de tous les temps, mais 287, c'est beaucoup. Ça tient à deux choses. D'abord, dans un premier temps, on a vu le gouverneur de la Banque du Japon qui laisse entrevoir une nouvelle hausse de taux d'intérêt. Pourquoi c'est pas bon ? Parce que il y a des carry trades qui se passent, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les gens peuvent être tentés d'emprunter du yen à bas prix, ensuite de venir le transformer en asset à risque, et puis ensuite, étant donné que le yen est très peu cher comme emprunt, finalement une liquidité mondiale, étant donné que désormais c'est très cher d'emprunter du dollar, hein, autour des 5%, il est plus facile d'emprunter du yen. Si jamais ce cash and carry trade, ce trade perd de sa valeur, perd de son retour sur investissement, et bien à ce moment-là, et c'est le cas à chaque fois que la Banque du Japon monte ses taux, bien à ce moment-là on a une partie des assets qui sortent. On a vu hier une assez grosse journée sur Nvidia de sortie également, et je pense que sur Bitcoin il y a des choses un petit peu de ce même délire qui se passe. Pareil, le FBI qui dit que la Corée du Nord est en train d'essayer de hacker les ETF Bitcoin pour voler des fonds. Peut-être que ça va dans le sens et ça argumente avec toutes ces sorties sur les ETF également. On se protège. Je vais pas forcément ici... je vais pas forcément développer un petit peu sur tout ce qu'il y a. J'ai relu 1984 cet été, c'était assez intéressant, je l'avais pas relu depuis un moment. On passe sur les élections américaines. Les odds qui sont plutôt en faveur de Donald Trump, et ça c'est plutôt une bonne chose pour la crypto, hein, puisque Trump est plus pro-crypto que Kamala Harris, en tout cas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici, on va passer sur Wall Street Journal, journal du coin, apparemment il y a des coins qui ont bougé du côté d'un portefeuille de Terraform Labs, donc Terra Luna. Transformation de Polygon en Pol au lieu de Matic. Ceux qui ont du Matic n'ont rien à faire, sauf si vous êtes sur une préservation de vos Matic en Ethereum, auquel cas il y a une petite plateforme qui vous permet de les transformer en Pol. Ici, oui, alors on a, je crois que c'est... Tiffany Trump et Lara Trump, il me semble que c'est comme ça que s'appellent ces filles, qui ont été victimes d'un hack sur Twitter, puisqu'il y a des projets crypto autour de la famille Trump. Donc ça, c'est plutôt en défaveur, hein, un petit peu. Voilà. Le John Deaton, qui est pro-XRP, qui gagne les primaires on ne sait pas quelle région. Hier, on l'a dit, Nvidia qui s'est pris une sacrée petite branlée avec cette augmentation ici des potentiels des taux japonais. MarketWatch, ça nous parle encore de Nvidia. Et voilà. Globalement, calendrier économique, les choses un petit peu importantes prochainement, j'aurais tendance à dire que c'est le rapport sur l'emploi. Ça sera à 14h30 ce vendredi. On aura un petit peu à 14h15 demain avec le rapport ADP qui est plus ou moins une étude privée. On aura peut-être plus ou moins ici des informations sur ce qu'il se passe par rapport au rapport sur l'emploi. En général, les deux fonctionnent plus ou moins ensemble. Il y a des fois où ça marche pas bien, mais voilà. Globalement, il faut comprendre que la prochaine grosse échéance, eh bien, il s'agit du meeting de la Fed le 17. Encore une fois, je pense qu'un mouvement
de 25 points de base est plus que probable. Ici, vous le voyez, on a une partie du marché qui commence à pricer, 40%, qui commence à pricer 50 points de base. Donc on est à 60-40 sur les potentialités d'un pivot de 50 points de base de la part de Powell. Tout cela va être conditionné bien sûr aux chiffres du chômage. Globalement, le consensus sur les chiffres du chômage qui vont sortir ce vendredi est de... NFP, voilà, 4,2% pour le consensus. Si on est au consensus, on peut estimer que ces chiffres resteront à peu près équivalents. Si vous avez un chômage qui est un petit peu plus important, ça risque à la fois de faire dévisser un petit peu le marché à court terme, mais en même temps, le marché va se dire que Powell va pivoter plus fort et plus vite. Donc, je dirais qu'à très court terme, c'est baissier, et à moyen terme, quand j'entends moyen terme, j'entends plutôt une semaine ou deux. C'est quelque chose qui est haussier, c'est une news qui est haussière. Donc là, on restera à l'affût de longues potentiels sur cette journée-là de vendredi pour tout simplement front-runner. On n'a pas fait la vidéo du premier du mois qui en général, dans laquelle on vient essayer de réfléchir à quel pourrait être le CPI, le chiffre, l'indice des prix à la consommation aux USA. Globalement, sur le mois de août, on a un CPI qui serait à 2,56 avec un core CPI à 3,21. Ça, c'est l'outil de la fête de Cleveland, donc c'est le consensus de la fête de Cleveland. Quand va sortir le CPI, désolé, j'aurais pris... Hop, il est ici, le 12 septembre. Donc on aura dans la foulée, enfin juste avant le meeting de la Fed, eh bien, pardon, c'est le PPI, ça. Hop, le CPI doit être juste après, peut-être, on va essayer de le trouver. Non, il serait pas autour du 19, normalement il devrait être juste avant, aux alentours du 10-12. CPI du mois d'août, le 11. Donc c'est dans une semaine. On n'a pas encore, si on a un consensus, non, le précédent, on n'a pas de consensus encore. Globalement, vous voyez que de ce que nous dit en tout cas l'outil de la Fed de Cleveland, 2,56. Je rappelle que sur le CPI, on a une courbe assez intéressante qui se trouve ici, sur laquelle voilà, on vient à étudier plus ou moins comment se comporte le CPI. On est en ce moment à 2,9. Avoir 2,6 sur le taux serait une très bonne chose. On serait vraiment sur le chemin des 2%. Donc ce serait une très bonne chose. Maintenant, donc j'ai, je le rappelle, le rapport emploi US. Donc ce qu'on va appeler le chômage, d'accord ? Le chômage ici, consensus à 4,2, ça serait bien qu'on soit au consensus, j'ai envie de dire. Ça serait bien qu'on soit au consensus. Je le rappelle également, j'ai le CPI. On n'a pas de consensus encore, mais l'outil de la fête de Cleveland est assez quand même précis. En tout cas, il a bien striké jusque-là ce qui se passait, et il nous donnerait plutôt 2,6, donc une continuation de la baisse de l'inflation, ce qui serait également plus ou moins une bonne chose. Et puis derrière, on a la Fed. Est-ce que la Fed nous donne 50 points de base, ou alors est-ce qu'elle nous en donne 25 ? 50 points de base, ça serait un petit peu la panique, mais ça pourrait aussi aller dans le sens d'un pivot très rapide. Donc, si la Fed pivote aussi rapidement que ce qu'elle a pivoté vers le haut, ça pourrait aller dans le sens d'une narration autour d'un soft landing, ou en tout cas d'un no landing, on remet les choses à plus tard. Finalement, avant élection, Powell nous donne ce que le marché veut. Une baisse de 25 points de base est déjà dans les prix, d'accord ? Donc du coup, bon, c'est plus ou moins, si tout ça est dans ces consensus, en revanche, une baisse du CPI serait plutôt une bonne chose. Je ne sais pas encore quel est le consensus autour du CPI, donc ça c'est quelque chose qu'on surveillera. Un chômage au-delà des 4,2% pourrait être baissier à court terme, mais peut-être potentiellement être pas trop mauvais pour justement un 50 points de base de la Fed 10 jours après. Donc voilà un petit peu le micmac actuel, en tout cas en ce qui concerne la macro, qu'il va falloir un petit peu dépatouiller et sentir venir dans les semaines prochaines. On passe sur la liquidité. Liquidité, qu'est-ce qu'on a liquidé hier ? On a liquidé 200 millions, une centaine de millions sur Bitcoin et Ethereum, et vous voyez qu'on a liquidé que du long, puisque l'action de prix a été plutôt baissière, et c'est normal. Carnet d'ordre, on avait des gros ordres ici qui se sont ravisés.
Finalement, on a touché des ordres ici, dans cette zone-là. On s'est pas arrêté nécessairement sur un mur d'ordre, et j'ai envie de dire qu'il y en a entre 55 et 53, justement. Donc ça, c'est intéressant. Attention, enfin, ça, j'aime bien, moi. Quand on a un rebond comme ça et qu'il y a des ordres qui se faxent entre les deux, ça, c'est bien, ça maintient le prix, hein. Il va falloir une sacrée tendance baissière, on va dire ça comme ça, pour que le prix vienne chercher. Et désormais, on a un joli mur d'ordre entre le prix actuel, 56 et quelques, 57, et puis 54, finalement. Le Commitment of Traders... je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui, il date un petit peu. 27 août. Ouais, 27 août, ça date un peu, c'est un peu daté. Pardon, ici, tout ce qui est marché en levier. Alors, vous voyez ici qu'on est revenu au niveau d'open interest qu'on avait finalement quand on était sur la zone des 56. En soi, on n'a pas pris plus d'open interest. Je note que le prix suit à peu près parfaitement l'open interest, si ce n'est un petit peu dans cette descente. Vous voyez que l'open interest reste lui plutôt à plat, mais en soi ça se suit pas mal. Le funding est négatif, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que la majorité du marché est plutôt positionnée en short. Est-ce qu'on refait les points? Oui, bon, on va dire ce point-là a été pris, celui-là a été pris, celui-là a été pris également. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute l'analyse ici de l'open interest plutôt dans la vidéo des affiliés. Vidéo des affiliés que je sortirai dans la journée. Et comme ça, on gagne un petit peu de temps sur cette vidéo-là. Donc, on va juste garder le dernier point. Ici, on va sauver. Globalement, voilà, ce qu'on peut voir quand même, c'est un joli flush, notamment dans cette bougie-là, hein, celle de 62 à 58, où on est venu chercher une bonne partie de l'open interest. Malheureusement, ici, ce rebond avait été un peu mou. Il avait été un petit peu trop... longué, et on voit quand même que on est revenu au point initial, et ce avec un funding négatif. Donc on est un peu revenu au point où on était quand on était ici autour des 56 000 $. Donc à prix équivalent, on a une situation qui est quand même relativement équivalente également. Ce que je note aussi, c'est que on a eu un panic sell là. Vous le voyez ici. Ici c'est l'indicateur de CVD spot, mais avec les market sell, la manière dont on vend market, c'est-à-dire sans réellement mettre un prix limite, mais plutôt en vendant directement. Et là, on a eu un petit panic sell. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est un petit signe de capitulation à moyen terme. Assez peu d'open interest finalement sur la petite reprise qui est en train de se faire. Elle est molle quand même. Donc voilà, on n'est pas non plus ici. Les liquidités, ce qu'on peut noter, c'est que la liquidité weekly est complètement nettoyée. On voit ici quand même que des positions sont ouvertes en longue, certes, mais que globalement, on a quand même plus à venir chercher peut-être en haut sur la zone des 59,3. Personnellement, c'est quelque chose que éventuellement j'aurais peut-être tendance à jouer. On a un delta qui est plus en faveur des shorters que des longueurs. On peut revenir revisiter éventuellement ces zones-là, je dirais la zone donc du coup des 55,6 pour flusher les longues avant de venir chercher les autres. Vous voyez ici que on avait du monde un petit peu à venir chercher au travers de cette montée, tout ce qui s'était mis là en branle, et que pour le moment, en tout cas, on a tendance à venir chercher des ordres à l'achat. On peut voir et on peut sentir que il va se passer un rebond parce que tous les ordres sont absorbés. Quand on voit tous ces ordres, finalement, ces liquidations être prises, il y a forcément un acheteur en face. Maintenant, le seul endroit où on voit pas nécessairement énormément d'absorption, c'est sur cette fameuse bougie market ici. D'accord? Cette bougie market, cette vente ici. Alors, vous dire, est-ce qu'elle tient à cette idée que la Corée du Nord essaye de hacker les ETF, ou à cette idée que le Japon va augmenter ses taux, et à ce qui s'est passé plus ou moins sur Nvidia? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois de l'endogène à la crypto et de l'exogène, mais en tout cas, on voit que cette bougie, si on regarde que la liquidité, elle n'avait pas forcément lieu d'être, d'accord? Et même quand on regarde le carnet d'ordre au spot, je dirais que c'est un petit peu la même chose. On n'avait pas des gros ordres à venir chercher dans cette zone-là. Vous voyez que ça aurait dû s'arrêter à peu près par ici, sur le support. Et là, on a bien enfoncé le support. Donc attention, ça souligne aussi que le marché a un petit peu les genoux qui font bravo, si c'est pas les fesses.
Et donc du coup, il faut bien évidemment être vraiment attentif à ça. Le prix vous donne des informations. Tout ce qu'on regarde ici, c'est du sentiment. Le technique, c'est du sentiment. Le fondamental, c'est du sentiment, celui de la presse. Et le sentiment, c'est du sentiment. Mais comprenez bien que quand vous regardez une charte Quand vous regardez une charte, vous êtes en train de regarder une charte de sentiment également. Le prix est une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Si je considère qu'un asset est peu cher, il se peut que je puisse l'appeler. Du coup, la charte se retourne, et la charte se retourne en fonction du sentiment global du marché. C'est pas uniquement de la price action qui vient chercher de la liquidité, etc. Toutes ces choses-là, ça fait partie aussi des choses, mais voilà. Globalement, j'aurais du mal ici, si on regarde, donc on est venu ici sur le 30 minutes pour faire la conclusion de cette vidéo. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que sur le petit rebond qui est en train de se faire ici, il y a un peu de liquidité là, mais c'est pas foufou. Je dirais qu'il y a plus de la liquidité à venir chercher dans cette zone-là. Donc, est-ce qu'on ne dirait pas ici venir faire un petit truc dans ce genre-là, d'accord, 58,6, peut-être potentiellement un peu plus haut aujourd'hui. Gros afflux ETF hier, si la narration autour d'un hack potentiel autour des ETF se calmait, on pourrait à minima, je dirais, même ne serait-ce que dans cette petite consolidation ici baissière, revenir se retrouver dans ces zones-là. 58,6 à 59,3, je pense que c'est quelque chose qu'on peut éventuellement viser. Attention, il se trouve qu'il y a pas mal, il suffit qu'une mauvaise news sorte ou quoi d'autre, ou quoi que ce soit, et il y a quand même de la liquidité long terme ici qui se trouve entre 55 et 52. Liquidité que vous n'avez pas forcément vue sur la charte quand je vous l'ai montré aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est sur plutôt des traders de position. Trader de position que je ne viendrai avoir que si finalement je change énormément mon UT sur les liquidations ici. Je pense que même on peut aller jusqu'aux 2 ans. Et on va voir cette poche de liquidité ici sur la zone des 52 à 55 se former. Et vous voyez qu'elle est à peu près dans cette zone-là. D'accord ? Pourquoi je montre ça ? Parce que on est venu généralement dans cette grosse consolidation, on a assez peu rectifié les shorts, hein. Vous voyez qu'il y a une très belle zone à venir prendre à 74 ici. On a assez peu rectifié les shorts et on est assez souvent venu prendre des grosses barres en 2 ans ici. Et là, je parle bien sûr pour des swings à plus long terme. On a rectifié les shorts bien sûr à court terme, mais en règle générale quand même dans cette grosse consolidation, si elle venait à continuer, je pense que déjà se retrouver sur la zone des 52 à 55 pourrait avoir du sens. Pourquoi on ne vient pas ici corriger tous ces shorts ? Parce que je pense que on est en train d'absorber tous les longs avant éventuellement de repartir. Et comprenez bien que j'ai toujours ici annoncé également, et c'est pas que de la liquidité, c'est aussi des zones de prix entre guillemets intéressantes. Personnellement, je vois pas trop 23 maintenant, et 23, la zone des 23-25 être visitée, mais j'ai toujours annoncé 32 et 42 comme des endroits où venir chercher des choses pourrait être d'une certaine manière assez sain. Alors, vous dire qu'il y a encore énormément de traders de position qui sont positionnés sur les 40, non pas forcément, mais l'occasion fait le larron, hein, c'est-à-dire que ici, et là on l'a vu ici notamment, vous le voyez, c'est assez parfait, hein, le fait qu'on vienne chercher la liquidité qui s'était trouvée là, et ça se flush aux 49 000 et quelques dollars, veut dire quelque chose. Ça veut dire que si je suis une institution et que j'ai envie de longuer, j'ai envie de placer du gros long, malheureusement Bitcoin est un marché qui est assez peu liquide, j'ai envie de placer du gros long, je vais aller chercher ces liquidations là, et je vais racheter les liquidations. Ça va être une vente forcée pour celui qui est liquidé, c'est de la liquidité qui ensuite sera absorbée par une grosse institution comme la mienne, et ensuite du coup je pourrais éventuellement repartir. Donc j'aurais quand même tendance à dire que si on devait bottom le bas de cette consolidation là, sans nécessairement venir à 42, avec des si, hein, sans, voilà, il y a beaucoup de c'est des probabilités ici qui sont dépendantes l'une de l'autre. Donc sans aller chercher 42, j'aurais quand même tendance à dire que peut-être que 52, 53 pourraient être revisités avant. Sur le plus court terme, et là vous comprenez qu'on a parlé de gros swing, on a parlé de points d'entrée qui pourraient être intéressants pour placer du gros swing ou acheter spot, hein, pourquoi pas, du swing en spot, c'est tout à fait préconisé. Sur le plus court terme, on vient de passer ici sous la petite structure, je parle ici de cette structure de consolidation là. Sur le plus court terme, globalement, je m'attendrais quand même peut-être plutôt à faire un mouvement haussier, d'accord ? Donc, long terme, et ce en fonction de la liquidité froide, trader de position,
Je vois pas pourquoi on viendrait pas revisiter 52. Et court terme, je vois pas pourquoi on viendrait pas revisiter 58,6, peut-être potentiellement 59,3, et pourquoi pas quelque part sur la zone des 60-61. D'accord, parce que c'est un endroit où en weekly, donc liquidité fraîche, hein, je le rappelle, on va revenir ici dans l'idée, hein, et du coup cette vidéo sera extrêmement complète, longue mais complète, certes. Il faut jouer la bonne UT. Je prends le bon calibre pour aller chercher le bon trade. Je ne vais pas aller chercher des targets incroyables. Si jamais je me positionne sur un trade qui devrait prendre 1 ou 2 semaines, je viendrai ici plutôt chercher, on l'a dit, 59,3, cette petite poche qui se trouve ici, hein, finalement, et pourquoi pas, donc premier TP partiel, et pourquoi pas deuxième TP dans ces zones-là, autour des 59-61 000 dollars, pas forcément beaucoup plus. Maintenant, les bonnes entrées sur un swing peuvent éventuellement se faire sur ce type de structure, mais il faudra que mon trade soit très largement rentable. Donc il faudra que j'ai défalqué une bonne partie de ma position. À partir du moment où ici, on a bouffé la liquidité en une semaine, eh bien je m'attends éventuellement à ce qu'on vienne bouffer la liquidité en une semaine un petit peu plus haut, sauf événement, mauvais événement, entre guillemets, hein, comme on a pu le voir dernièrement. On est sur une semaine où il devrait y avoir de la vol, parce qu'il y a une news autour du chômage. La semaine suivante, il y a une news autour du CPI, et la semaine suivante, il y a une news autour du FOMC. On est sur un pivot potentiel. Les pivots potentiels, en général, sont baissiers, sauf à regarder les conditions dans lesquelles ils se passent. Si Powell, et pour l'instant... Je peux pas dire que Powell n'a pas été trop mauvais, en tout cas sur la hausse des taux, il n'a pas provoqué d'énormes... alors il a été aidé bien sûr par beaucoup de possibilités différentes. Ce que j'entends par possibilités différentes, c'est par exemple lors de la crise bancaire de mars 2023... oui, c'est ça, mars 2023, ils ont protégé les épargnants, hein. Ils ont dit de toute façon, que ça soit Silicon Valley Bank, Silvergate, je me souviens plus quelles étaient toutes les banques qui ont fait faillite à ce moment-là. Il a dit on va protéger les déposants, c'est-à-dire que vous ne l'aurez pas dans l'os, et parce que ça aurait pu créer vraiment une cascade de problèmes de liquidité, parce que les unrealized loss des banques sont colossaux en ce moment. Donc là, entre guillemets, Powell a pissé sur le feu qu'il avait lui-même allumé, mais il l'a très bien fait. Et ça, je tiens à le dire, pour le coup, ça a été vraiment extrêmement bien fait. Comprenez bien ici, et si je compare Ether à BTC une dernière fois, globalement, vous avez un Ethereum qui est plutôt par ici. D'accord, puisqu'il est lui sur sa trend la moins agressive de toutes les trends. D'accord, ici on a des chances que Bitcoin y vienne, mais s'il arrive à tenir le momentum intermédiaire qui se trouve là-dedans, en fait le momentum depuis l'acceptation des ETF, en tout cas le moment où on s'y attendait, hein, les ETF ils ont été plutôt acceptés ici en janvier, plutôt par là, hop. Ouais, dans ces zones-là, voilà, comme ça. Il y a eu un petit sell de news avant, bien sûr, et ensuite on s'est très bien repris. Mais ici, globalement, les vrais trades de la potentialité des ETF se sont mis en place entre cette zone-là et cette zone-là. L'annonce des ETF et les applications, vous comprenez qu'elles ont plutôt eu lieu par ici. Ça, c'est pas forcément une zone de bottom, même. Je pense même que c'était juste avant ça, où on a eu déjà des premières news, comme quoi BlackRock rentrait assez fortement dans le game, etc. Et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Momentum initial. Surveillez bien aussi pour ceux qui veulent se positionner sur ETF, je dirais les afflux sur ETF. En ce moment, les taux de transactions sur ETF sont pas incroyables. Merde, pardon, je voulais mettre since burn. Donc ici, vous voyez qu'on commence à burner, et là on fait the merge, et là vous voyez que depuis globalement le 13 avril, l'inflation réaugmente sur Ethereum, même si on a bouffé déjà pas mal, et on est finalement sur une supply growth qui est autour des 0,6% par an. D'une certaine manière, on est sur des gas fees sur Ethereum qui sont quand même relativement faibles, à un manque d'intérêt. Maintenant,
Les manques d'intérêt sont peut-être potentiellement les meilleurs endroits pour se positionner. Personnellement, je suis déjà assez fortement positionné. Vous voyez qu'on serait à 3% d'inflation si on n'avait pas fait The Merge. On est plutôt ici autour des 0,6, 0,8 désormais. Ici, on était à... Ouais. Donc voilà, je trouve ça quand même que c'est des spots qui sont intéressants. Est-ce que pivoter sur les alts maintenant me semble cohérent? Non. Acheter des alts qui vous paraissent intéressantes, parce qu'elles sont sur des corrections substantielles, me paraît intéressant. Aller chercher des alts trop exotiques en ce moment me paraît intéressant si c'est du très court terme, c'est-à-dire j'achète, le truc prend 100%, je revends la moitié par exemple, après j'ai un bac gratuit, et ça voilà, c'est des mécanismes qui en ce moment peuvent être intéressants. Maintenant, aller s'exposer énormément sur des alts en essayant tout de suite d'avoir des targets to the moon, non pas forcément. Personnellement, je suis plutôt sur des bagues sur lesquelles je m'étais déjà préparé à l'achat, sur des autres zones sur lesquelles j'avais précédemment acheté. Personnellement, sur les alts, j'ai pas une performance vraiment incroyable pour le moment. C'est plutôt BTC et Ether qui m'ont donné la performance de ce cycle. Maintenant, moi, j'ai un système assez spécial, c'est-à-dire que je vais avoir des UT par portefeuille d'investissement. C'est-à-dire que je sais que j'ai des bitcoins que je toucherai pas dans 10 ans. C'est des bitcoins qui ont été acquis dans un cycle précédent. Je ne les compte pas comme étant ma perf de ce cycle, tout simplement parce que je ne compte pas les vendre pendant ce cycle. Voilà, c'est une manière de faire qui me permet tout simplement de bien diviser les UT en fonction de ce que je veux faire. Je vous invite à le faire vraiment pareil d'une manière générale. Personnellement, je trouve qu'en ce moment, l'intraday est pas compliqué. Prendre des swings me paraît compliqué parce que déjà ici moi j'avais pris ce trade là et j'ai pris un swing là dedans. En fait il a été rentable, mais voilà, je m'attendais à ce qu'on casse ici, donc du coup j'ai gardé une bonne partie de mon trade dans les clous et malheureusement on n'a pas cassé. Ici, là-dessus, personnellement, je n'ai pas pris ce short. J'attendais plutôt des points d'entrée. J'étais plutôt en vacances. On était autour des Jeux Olympiques, donc j'avais plutôt envie de kiffer. J'ai pris un petit quelque chose par ici. Pareil, c'était de l'intraday le trade a été rentable, mais il n'a pas performé comme j'aurais voulu, puisque c'est pareil. Personnellement, moi, je veux juste être en place pour la cassure et être à l'abri d'une liquidation sur les swings, c'est plutôt ce que je vais rechercher. À ce stade, pour le moment, on est sur le 4 heures, on est sur la trend, donc pourquoi pas. Je regarde éventuellement s'il y a des choses intéressantes à prendre, y compris même si on est sur une semaine, où il y a des choses intéressantes. Mais si je devais prendre une grosse position, ça serait plutôt soit dans cette zone-là. Je parle du swing, ici, attention, on parle d'UT différentes à chaque fois, soit dans cette zone-là, d'accord, voilà. C'est les deux zones sur lesquelles je suis relativement intéressé pour plutôt rentrer de la grosse position. Ce que je vais essayer d'aller prendre, excusez-moi,